au lieu d'accepter une rééducation, vous avez entrepris de vous engager dans une vraie convalescence. Et cette convalescence, c'est donc une marche à travers la France. Alors, est-ce que vous considérez que cette marche a été un succès? Est-ce que vous avez réussi à retrouver vos forces physiques, mentales, psychiques? Et peut-être est-ce que vous avez réussi un peu à vous réapproprier et par là à nous réapprendre à connaître ce pays martyrisé par, mais peut-être libéré, martyrisé par l'aménagement du territoire. Est-ce que la rééducation, qui n'en était pas une, a été aussi une réappropriation heureuse? De moi-même, oui. D'ailleurs, vous l'évoquez dans la question même, par la volonté de faire de la rééducation une convalescence, je faisais déjà le choix, au fond, d'un succès du retour de mes forces. Je savais, moi, que la marche avait des vertus bénéfiques, parce que j'avais déjà tellement accompli le voyage, notamment des transcontinentales à pied pendant des mois et des mois. Je savais très bien quelles étaient les vertus, les apports extraordinaires de la marche. Je savais notamment que la marche réanimait les forces éteintes. Pas uniquement les forces vitales, mais les forces morales, les forces psychiques, l'appétit de la vie. Or, cela, le séjour à l'hôpital me l'avait volé. C'est-à-dire, quand on sort comme ça de ces incidents, on est dans un état de démoralisation. Et la marche me ramenait cette espèce d'enfièvrement. Alors ça marche. Après, le constat que j'ai pu faire de ce que vous appelez l'état du pays, je ne sais pas si c'est l'expression que vous avez employée, mais du visage de la France, du territoire, d'abord, comme par définition, toute trajectoire est trop discriminante. Enfin, c'est-à-dire que c'est un choix, c'est un fil. Je n'ai rien vu d'autre que ce qu'il y avait de part et d'autre de ma ligne directrice. C'est-à-dire pas grand-chose du pays, puis ça n'a jamais duré que 2 mois et demi. C'était assez difficile pour tirer des conclusions définitives. En revanche, j'ai quand même pu confirmer quelque chose dont j'avais l'intuition, qui était la nécessité de comprendre que tout territoire, pour peu qu'on prépare un cheminement grâce à la cartographie très précise dont nous disposons en France, c'est-à-dire le 25 millième, qui est une échelle absolument bénie, dont nous autres Français sommes les seuls à disposer dans l'intégralité de notre territoire, avec les Suisses, et aucun autre peuple qui dispose d'une couverture 25 millième. C'est un trésor que nous avons. Cette cartographie permet de trouver des issues de secours dans un territoire, dans tout territoire donné, y compris dans un territoire périurbain. Et ça, je l'ai confirmé avec ce voyage. C'est-à-dire en gros qu'il y a des issues de secours, des chemins de traverse, ce que j'appelle les chemins noirs, c'est ces tout petits liserés que vous voyez sur une carte. Quand vous ouvrez, vous déployez la carte au 25 millième, vous voyez des traits extrêmement ténus, des dessins à peine visibles. Parfois, ce sont même des pointillés. Alors là, c'est encore mieux, parce que dans le pointillé, il se passe toujours quelque chose dans l'intervalle du pointillé. En général, dans le cartouche de légende, vous avez l'indication que ce sont des chemins à la praticabilité aléatoire. Alors ça, je devrais dire à tout nourrisson qu'il s'apprête à connaître une longue praticabilité aléatoire tous ces jours. C'est une formule qui pourrait presque être une définition de la vie. Alors ça, cette praticabilité aléatoire des chemins offre une possibilité d'échapper à tout l'enlaidissement du territoire. Et ça, je l'ai confirmé dans ce voyage, je le pressentais, mais je l'ai confirmé. Il suffit de savoir lire les cartes, ce qui est très simple, ça demande un petit effort et une toute petite habitude. Et on peut, à ce moment-là, sinuer, tracer une sinusoïde, un serpentin, à travers l'archipel de l'enlaidissement d'un territoire. Alors vous y faisiez référence tout à l'heure, vous êtes un voyageur, on peut dire, et vous avez
sillonné avant la France la Russie notamment. Vous avez refait la Bérésina, au Sidecar par exemple. Mais ce qui m'a beaucoup frappé et intéressé dans le livre, c'est la façon dont vous convoquez cet ailleurs, c'est-à-dire dont vous mêlez l'ailleurs dans l'ici. Comment finalement vous voyez la France aussi, en tout cas les territoires, la diagonale que vous avez suivie, vous la voyez avec les yeux du voyageur, avec vos yeux russes, avec vos yeux tibétains. Je me souviens que l'apparition du Mont Saint-Michel, vous qualifiez le Mont Saint-Michel de stupa magique. Le stupa magique était là. Voilà. Et ça, vraiment, cette façon de à la fois nous ramener à ce qui est le plus proche et en même temps nous y ramener par ce grand détour par le grand ailleurs, ça m'a pas mal... Ça m'a beaucoup intéressé, j'aimerais que vous nous en disiez un mot peut-être. Oui, mais là je crois que vous êtes victime de votre très bonne éducation et de votre... vous êtes trop gentil, enfin vous êtes... parce que là vous exprimez quelque chose de très aimable à mon égard, je vous en remercie beaucoup. C'est pas sur vous, c'est pour le livre. Hein, non, mais sur le livre, sur ce que j'écris, mais enfin, il faut quand même bien se rendre compte que ça n'est jamais qu'un très très vieux réflexe. Il y a Madame Michu, quand elle est au Tibet et qu'elle voit les grandes steppes à travers l'autocar, elle dit ah bah ça me fait penser à l'Auvergne. Voilà, bah, ça me rappelle Agnières, mais là c'est l'inverse. Bah, moi j'ai simplement procédé à ces analogies mais dans l'autre sens. Oui, en fait, finalement, j'avais pas pensé à Madame Michu, mais elle est très présente dans le livre. Voilà, je vais faire toute bonne éducation.